Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Bienvenue dans Les Rubis Noirs, l'émission dédiée aux cadres, dirigeantes et aux intellectuels noirs afrodescendantes. Retrouvez-nous de mercredi par mois à 18h sur Radio Campus Paris ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Le Rubis Noir de ce jour est Mariam Kamara, assistante manager en finance, stratégie et performance chez KPMG. Elle a obtenu son baccalauréat au Mali avec mention bien, toutes nos félicitations. Avant de poursuivre un parcours académique remarquable, elle débute avec une licence en sciences économiques à l'université Mouloud Mameri de Tizi Ouzou en Algérie, puis poursuit ses études à Lille en licence économie et gestion, spécialisée en économie et management des entreprises. Elle obtient ensuite un master en monnaie, banque, finance, assurance, spécialité finance à l'université de Créteil. Elle complète son parcours avec un diplôme d'expertise comptable au Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour, comment vas-tu, Mariam ? Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Estelle. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de partager un peu mon parcours. Donc merci pour l'invitation et je salue l'initiative que je trouve vraiment honorable de mettre un peu en avant les parcours. Donc c'est très intéressant. Merci à toi. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Tu es originaire du Mali. Tu as obtenu ton baccalauréat avec mention bien. Est-ce que c'est cela qui t'a permis de pouvoir aller étudier en Algérie ? Le fait d'avoir une mention bien, est-ce que ça a influencé ? Oui, effectivement. Pour le Mali, donc on a quelques pays qui nous délivrent des bourses, dont l'Algérie. Donc oui, pour que je puisse aller en Algérie, c'était parce que j'avais eu la mention bien. Et c'est à la suite de ça que j'ai postulé pour l'Algérie et j'ai pu être sélectionnée. Donc je pense que c'est un classement par ordre de notes obtenues, quoi. Donc effectivement, c'est la note qui a occasionné cela. Comment s'est passée la vie quotidienne en Algérie, l'intégration ? Comment s'est-elle passée ? Comment tu as trouvé ton logement ? Est-ce que tu connaissais des gens sur place ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu savais parler l'arabe algérien ? Non, pas du tout. Okay. Et je sais toujours pas le parler. Alors, moi, j'étais plus à Tizi Ouzou, donc c'était en Kabylie. Donc, il parlait arabe, mais il parlait aussi la langue tamazight, si je ne me trompe pas. Et alors, comment s'est passée l'intégration ? Il faut dire qu'il y a une communauté déjà de Maliens qui était déjà en Algérie. Parce qu'à chaque année, il y a des boursiers en fait, qui sont sélectionnés, donc qui sont amenés en Algérie. Donc moi, dès l'aéroport, il y a un groupe d'étudiants maliens qui sont venus nous chercher et ils se sont occupés de nous, tout ce qui est papier, documents administratifs, recherche de logement. Ils nous ont hébergés le temps que nous, par la suite, on puisse trouver notre propre logement en fait. Donc à ce stade, moi, je dirais que l'intégration, finalement, c'était pas compliqué que ça. Parce qu'on avait déjà des gens qui étaient déjà sur place, donc qui ont quand même pris la peine, le temps de nous guider jusqu'à ce que nous, on puisse finalement s'intégrer. Donc, à ce niveau, il n'y avait vraiment pas de difficulté, je dirais. D'accord, très bien. Et par rapport aux cours ? Au cours, alors... C'était en français oui, tout en français? Non, pas tout. Il y avait des cours qui étaient dispensés en arabe, oui. Dont tout ce qui était droit et consort, mais tout ce qui était partie scientifique, donc mathématiques, compta et autres, ça c'était en français. Mais les cours qui étaient dispensés en arabe, nous, les étudiants, on va dire, parce qu'il n'y avait pas que le Mali, il y avait Côte d'Ivoire, Sénégal, il y a pas mal de pays. Donc, ceux qui ne parlaient pas forcément en arabe, pardon. Donc, on recevait, on va dire, un document de traduction en français, mais on ne pouvait pas assister aux cours en amphithéâtre parce que c'était dispensé qu'en arabe. Donc, on avait quand même je dirais que c'était un handicap finalement parce qu'on ne pouvait pas solliciter le prof si on avait besoin de compréhension. Oui. Donc c'était à nous-mêmes de le comprendre par nous-mêmes finalement. Mais t'as pas appris un petit peu quelques mots en arabe ou en kabyle, mais ça, c'est pas suffisant. C'est ça, les salutations, Azul, Flaon, des petits mots par-ci, par-là, mais à comprendre réellement... Non. tu t'es fait des amis là-bas ? Oui, beaucoup même. Donc, comme je disais, en fait, il y a une communauté étudiante et on était dans des résidences
d'étudiants. Donc, moi, j'étais à Asnawa. Et à Asnawa, c'est une résidence qui est composée de 3... Enfin, il y a 3 résidences qui sont dans une même cour, on va dire. Donc, j'ai pu me lier d'amitié avec pas mal de nationalités, autres que des Maliens, donc des Algériens. Il y a aussi pas mal de Sénégalais, Ivoiriens, Nigériens. Donc, c'était quand même, on avait quand même cette facilité de se côtoyer, en fait. Donc, c'était très facile à ce niveau. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'intégration. Est-ce que tu as été face à du racisme ? Parce qu'on a souvent peut-être des a priori qui peuvent être parfois vrais. En Afrique du Nord, on sait que la condition des personnes noires, c'est pas trop ça. Oui. Est-ce que toi, tu as été sujette à des obstacles ? Est-ce qu'il y a des moments où tu as pensé à peut-être rentrer au Mali ou je sais pas. Très sincèrement, oui. Les 3 premiers mois, j'appelais tous les jours ma mère, je pleurais. C'est vrai ? Parce que j'en pouvais plus. Alors, de un, c'était pas que par rapport au racisme. C'était le début. Je venais d'avoir mon bac, je venais d'avoir 17 ans, j'avais jamais quitté ma famille. Oui. Donc c'était compliqué de se retrouver avec des personnes qu'on connaît pas forcément. Il y a aussi le sujet de la langue. Oui. Donc j'avais des cours qui étaient dispensés en arabe. Le temps que je me familiarise, que j'arrive à comprendre, c'était compliqué. Et il y a aussi le côté, oui, évidemment, je dirais pas que c'était tout le monde, mais il y a des gens. Et je me dis, ce qu'on connaît pas forcément, c'est inconnu pour nous, en fait, n'existe pas. Ce qu'on ne connaît pas n'existe pas pour nous. Oui. Donc, dans la rue ou même dans les transports, il y a des gens, ils avaient des comportements que je trouvais déplacés. Au début, moi, je comprenais pas, mais avec le temps, j'ai pu comprendre que c'est juste pour dire que peut-être eux-mêmes de leur côté, ils n'arrivaient pas trop peut-être à le comprendre. Par exemple, la première fois, on était dans les transports et il y avait je crois que c'était un jeune qui nous parlait. Mais nous, on ne comprenait pas forcément ce qu'il disait. Mais c'est quelque chose qu'il disait, c'était raciste. Oui. Mais c'est après qu'on nous a expliqué que non, ce que le jeune, il vous disait, c'était un truc c'était raciste. Mais nous, forcément, vu qu'on ne comprenait même pas la langue, donc on ne pouvait pas le savoir. Donc oui, évidemment, il y a eu des moments où j'ai été confrontée à ça, mais je ne me suis pas limitée qu'à ça, parce que forcément, je pense que ce soit en Algérie ou un peu partout, c'est des choses qui arrivent, c'est la vie, mais c'est pas pour autant qu'on va rester figé que sur ça. Oui, oui. Et pour ce qui est de la vie quotidienne, travailler, est-ce que tu as travaillé ? Non. T'avais pas de job étudiant là-bas ? Pas du tout. Ok, très bien. Donc t'avais juste la bourse. J'avais la bourse et il y avait les parents aussi. Oui, qui aidaient. Qui aidaient beaucoup. Donc. La vie là-bas, c'est cher. C'est pas cher comparé au Mali. Est-ce que tu peux comparer ou t'arrivais pas à comparer ? C'était quoi la monnaie déjà ? C'est le dirham. Le dirham, ok. Ou non, le dinar. Dinar ? Ouais, dinar. Et t'arrivais un peu à comparer ? C'est plus cher, moins cher ? Alors, je dirais que c'est un peu plus cher par rapport au Mali. Déjà, la monnaie, je trouve que c'est un peu plus cher. Mais ce qui est bien aussi en Algérie, c'est que en termes de nourriture, c'est facile. C'est difficile de mourir de faim, je dirais. Ouais. Donc, mais ça, je pense que c'est partout comme ça en Afrique, en fait. Oui, t'arrives toujours à un petit peu comparer. Oui. Et après, je peux pas trop comparer par rapport au Mali. Pourquoi ? Parce qu'au Mali, j'achetais jamais rien. Du coup, alors que en Algérie, oui, même si on me donnait de l'argent, c'était à moi de le gérer dans le mois, donc pour pouvoir acheter. Mais je trouvais quand même. Et aussi, il y a un fait qu'il faut pas oublier, j'étais dans une résidence. Okay. Et donc, dans la résidence, on nous donnait de la nourriture aussi. Très bien. Donc, ça change, on va dire. Alors, à quel moment as-tu pu étudier, du coup, en France ? Oui, alors c'est après 3 ans en Algérie. Donc, à l'Algérie, je l'ai fait de 2015 à 2018. Donc, à ma dernière année de licence, donc, j'ai décidé de postuler par Campus France. Donc, Campus France, c'est une plateforme
ou si on souhaite venir étudier en France, on a cette possibilité donc de préparer un dossier et de l'envoyer aux universités. Et c'est sélectif ? Oui, c'est très sélectif. Et moi, à l'époque, j'ai postulé. Au départ, je voulais faire un master directement. Mais quand je postulais et que je regardais les critères, il y avait des matières que le master que moi je voulais, qui recommandait que moi, je n'avais pas fait. Donc, quoi par exemple? C'était plus tout ce qui est partie statistique, donc l'économétrie. Ok. Économétrie, l'économie de l'incertitude. Ça, c'est des choses que Voilà, ça, j'avais pas fait durant ma licence en Algérie. Donc, c'est pour ça que j'ai postulé à l'université de Lille 1. Et c'est Lille 1 qui m'a permis d'acquérir finalement ces connaissances. Et par la suite, j'ai pu faire le master à Créteil. Moi, j'ai étudié à Lille 2. J'ai fait une licence de sciences politiques. Moi, je ne suis pas du tout scientifique. Je suis plutôt littéraire. Master à Créteil. D'ailleurs, Créteil, c'est à côté de chez moi. Comment se sont passés les cours? Vous apprenez quoi, en fait? En Master 2, c'était Master 2. Oui, monnaie. Banque. Oui. Monnaie et banque. Monnaie, banque, finance. Je ne savais même pas que ça existait, ce type de master. Monnaie, banque. Oui. Monnaie. Banque, monnaie, banque, finance, assurance. Et moi, j'étais plus spécialisée sur l'analyse des risques, en fait. L'analyse, la gestion des risques. Donc, on étudiait des matières spécifiques à la banque, mais aussi à l'assurance. Et tu as toute la partie finance d'entreprise. Donc, l'analyse financière, politique d'entreprise. Donc, comprendre le fonctionnement, finalement, d'une entreprise, la structure d'entreprise. Et tu as toute la partie, finalement, qui concerne les mathématiques financières. Donc, mathématiques appliquées à la finance, les méthodes d'évaluation des actifs, les produits financiers. Donc, c'est un master qui recense un petit peu tout ça. Et c'est sur 2 ans, dont la deuxième année est en alternance. Donc, il fallait trouver une entreprise d'accueil pour le faire en alternance. Pour candidater à ce master, il a fallu que tu aies de très bonnes notes. C'était sur dossier. Oui. Tu avais une licence mention bien aussi ou... Licence, c'était assez bien pour assez bien, mais c'est déjà bien. Donc, c'était très sélectif? Oui, c'était sélectif parce que c'était sur dossier. Une fois que le dossier il passait, j'ai fait un entretien avec le responsable de master à l'époque. Et c'est à la suite de ça que j'ai été... c'était vraiment le master que tu voulais, vraiment, vraiment? Vraiment... Non. C'était pas mon premier choix, mais... Ton premier choix, c'était quoi? C'était lequel? C'était Dauphine. Mais j'ai pas pu postuler à temps parce que le temps d'envoyer les dossiers, le temps que je finisse de faire mon dossier, la date limite était déjà passée, mais donc j'ai pas pu postuler à temps. D'accord. Tu as ensuite suivi le DSCG, Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion. C'est ça c'est en cours. C'est en cours encore. C'est encore en cours? Oui, c'est l'année dernière, en 2025, que j'ai décidé de commencer. Donc après 4 ans de boulot. Et ça, je le fais en parallèle, en fait, de mon travail. Donc, je prends des cours du soir. Mais ça, c'était pas obligé? Non, pas du tout. Tu pouvais avoir le poste que tu as aujourd'hui oui. Sans avoir fait ça. Ça, c'est parce que tu aimes apprendre, tu veux toujours en plus. Exactement, c'est plus pour ça. C'est un truc personnel, c'est plus pour moi-même. J'avais besoin de me challenger et d'apprendre encore, d'acquérir des compétences. Exactement. Et c'est pour ça. C'est un cursus qui est payant, c'est pris en charge, alors, c'est toi qui payes de ta poche? Oui, je le paye de ma poche parce que, en fait, le DSCG, donc c'est le diplôme d'études supérieures de comptabilité. Et ce diplôme, finalement, c'est... en fait, par exemple, c'est un master de 2 ans, mais pourquoi moi je le fais? Parce que moi, dans mon master actuel, j'ai pas toutes les matières qu'il faut pour avoir ce diplôme. Donc, je suis obligée de prendre quelques matières, d'acquérir ça. Une fois que j'ai ce diplôme, il me faut faire un stage de 3 ans. Et après ce stage de 3 ans, tu fais un mémoire. Et c'est à la suite de ce mémoire qu'on peut prétendre à passer finalement l'expertise comptable. Donc là, du coup, t'en es même pas encore au stage, là. Non. T'es déterminée. Il le faut dans ce monde. Mais le poste que tu as actuellement, ça peut pas servir de
entre guillemets, de stage déjà. Oui, c'est ça le but, c'est que tu travailles déjà, donc. Oui, c'est ça exactement. Donc une fois que, vu que je suis dans un cabinet d'audit et de conseil, une fois que j'aurai acquis les matières nécessaires, le poste, je peux switcher en stage. Et c'est quoi les conditions requises pour intégrer ce diplôme, pour avoir ce diplôme? Il y a des notes encore aussi. Faut avoir de très bonnes notes. Je sais pas. Non, je pense qu'il faut avoir le DCG, donc c'est niveau licence. Mais même si tu as passé, que tu as fait un master, peut-être ceux qui font le master CCA, compta, contrôle, audit. Okay. Donc eux, ils auront que 2 matières normalement à passer pour avoir ce diplôme. Finalement, ça dépend de ton parcours. Et ta motivation. Oui, bien sûr, et de la motivation qui est très importante parce que c'est costaud les matières. Je vois que tu aimes vraiment la finance. Comment tu as découvert le milieu de la finance? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la finance? Parce que moi, ça ne me donne absolument pas envie. Je peux le comprendre. Alors, je dirais que c'est de fil en aiguille parce que moi, au départ, c'est en arrivant au lycée, moi, je voulais plus faire le droit. Ma vocation, dans ma tête, c'était d'être avocate. J'aime bien ça. Mais une fois, au lycée, j'ai commencé par faire sciences économiques, droit. Et à la suite de ça, on avait une matière, mathématiques financières, que j'aimais bien et tout. Et de fil en aiguille, après, j'ai eu mon bac. J'ai eu la bourse pour l'Algérie. Du coup, j'ai été orientée en finance. Donc, c'était économie monétaire et bancaire, donc avec des matières de finance. Et après, je crois, j'ai juste suivi en fait cette voie-là. Et à la suite de ça, j'ai fait le master. Et c'est mon alternance plus qui a confirmé le fait que je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là. Vu que j'étais chef de projet finance chez Natixis, assurance. Donc, c'est plus ça qui m'a un peu plus poussée, guidée. Ta famille aussi, est-ce que tes frères et sœurs sont peut-être dans le milieu de la finance? Est-ce que tes parents t'ont poussé aussi à faire des études? Pour toi, c'est important de faire des études? Ou c'est pas important? Je trouve que c'est important aujourd'hui avec du recul. Mais quand j'étais plus jeune, non, j'avais pas trop ce truc de me dire faut forcément étudier, je dois étudier. Non, c'est les parents qui ont été vraiment présents, qui m'ont poussé à y aller. Ils ont fait des études, tes parents? Oui, ils ont fait des études de comptabilité, les deux. Donc, ils sont dans ce domaine-là. Mais effectivement, si j'avais pas des gens derrière, oui. Je pense que... je sais pas, mais... T'aurais peut-être pas tenu. C'est ça, moi, j'étais plus sport, football. Donc, je jouais beaucoup au foot et je pensais que j'allais percer, mais bon, les gars m'ont croisé, alors je rigole. Mais du coup, au bout d'un moment, vu que les parents, ils étaient derrière, on m'a bien guidée, donc j'ai dû faire un choix et je me suis concentrée sur les études. Très bien. On va parler de ton métier. C'est quoi être assistante, manager en finance, stratégie et performance? C'est long quand même. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et en plus, surtout quand j'ai vu ton profil, j'ai vu que tu étais senior, après tu deviens assistante. Je comprends pas. Senior, c'est pas avant assistante manager? Oui, j'explique un petit peu. Je comprends pas. Donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est l'émission et pourquoi tu passes de senior à assistante? Alors que je pense que c'est spécial. Oui, c'est ça. En fait, le terme un petit peu français, c'est ce qui donne ça. Mais en anglais, ça fait plus associate manager. Donc, pour l'expliquer, donc, dans le conseil, nous, on est sur la partie advisory. Donc, finance, stratégie et performance. On accompagne les directions financières à répondre à leurs différentes problématiques. Donc, c'est sur des sujets de pilotage de la performance, donc aider à améliorer l'efficacité opérationnelle et financière. Ça peut être la mise en place d'un target operating model, donc le modèle opérationnel cible, et toute la partie stratégie organisationnelle. Donc, nous, on accompagne ces directions. On est financial service, donc on est spécialisé que sur banque, assurance, asset management. Donc, c'est ces grands groupes
qu'on accompagne dans ces réflexions-là. Vous avez besoin d'un outil comptable, nous on vous accompagne à choisir l'éditeur qu'il vous faut, à vous aider à l'implémenter, que ce soit un outil de contrôle de gestion. Donc vos clients, ce sont les entreprises. Exactement, banque, assurance, asset management. Très bien. C'est ça. Et donc, pour revenir à ce sujet de senior et d'assistant manager, donc on est sur des grades. C'est-à-dire qu'on commence junior, généralement c'est sur 2 ans. Et après, on a senior qui se fait entre 2 ou 3 ans. Et à la suite de ça, donc ça fait 5 ans ou 4 ans. Et à la suite de ça, on passe assistant manager. Assistant manager, c'est quoi? C'est comme un manager junior. C'est quelqu'un qui se prépare à être manager. Donc, tu as les responsabilités et le rôle d'un manager. Donc, mais le senior, oui, plus. Non, c'est pas plus parce que quand tu passes de junior à senior, donc c'est comme si tu es confirmé davantage, donc tu as un autre level, alors qu'une fois que tu es manager, ça c'est un autre level aussi, parce que manager, donc il faut dire, il y a une équipe qu'il faut gérer, donc un portefeuille client à développer. Et toi, tu gères une équipe. Exactement, là je suis au niveau assistant manager, donc c'est comme si je suis je me prépare en fait à être manager, donc tu as toute la partie à prendre gestion d'équipe, comment faire monter en compétence les équipes qui sont en mission avec nous, comment gérer une mission toute seule de bout en bout, comment gérer la relation avec les clients. Donc, c'est être dans l'observation de se dire, c'est entre 1 an ou voire 2 ans de préparation, donc pour être manager. D'accord. Et moi, pour que ce soit plus clair pour les auditeurs, c'est beaucoup de rédaction, c'est beaucoup de chiffres, ça se passe comment? Vous écrivez des rapports, je sais pas, j'aimerais savoir comment ça se passe. Oui, effectivement, c'est beaucoup de chiffres, de calculs, il y a des calculs, il y a des analyses sur la partie pilotage de la performance, parce que là on est sur des histoires de coûts, donc de frais généraux de l'entreprise. Donc tu as toute la partie compréhension de la structure d'entreprise, comprendre les postes de coûts de l'entreprise, donc les dépenses, et derrière il faut les analyser. Une fois que tu constitues ta base de données, il faut les analyser, donc ça demande une forte maîtrise des outils comme Excel, et après tu as toute la partie data visualisation, donc faire des tableaux de bord. Donc pour une personne qui maîtrise aussi Power BI, c'est important. Et aujourd'hui, avec l'avancée, tout ce qu'on voit avec l'IA, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans nos quotidiens, que ce soit sur la partie automatisation des tâches répétitives. Donc, c'est des choses qu'il faut avoir, parce que oui, on a beaucoup d'analyses de données, de chiffres. Il faut savoir faire parler les chiffres. Et pour ça, il faut prendre du temps à les analyser, à les comprendre et après à les interpréter. Ça, c'est de un. T'as toute la partie rédaction aussi, parce qu'il faut faire des supports, de présentation. On présente pas, on va pas présenter de la même manière à une équipe métier comme on va présenter un CFO ou un CEO. Donc, il faut CFO, c'est un directeur financier. Et le CEO, c'est le chief exécutif. Exactement, c'est comme le DG, un truc très comme bien. ça. D'accord, très bien. J'ai vu aussi que en 4 ans, tu es quand même passée de consultante finance, stratégie et performance à assistante manager. Donc, comment tu as fait pour monter en grade? Bon, est-ce que ça fait partie de la boîte c'est naturel pour eux, ou alors c'est toi qui as un peu poussé le truc? On t'a dit, je pense que je suis assez compétente, je peux monter. Non, c'est pas... Et est-ce que tu as négocié ton salaire? Parce que j'imagine que le salaire, il change. Comment ça se passe? Oui, forcément. Alors, je ne dirais pas que c'est à l'être à la poste le passage. Oui. Parce que c'est des promos, donc il y a pas mal de grades. Et chaque année, on a une évaluation de mi-année. Et après, on a l'évaluation annuelle. Et c'est à la suite de ça que le passage de grade est décidé. Et c'est décidé en même temps aussi que l'augmentation de salaire. Donc, pour un petit peu vulgariser, je dirais que c'est les plus performants, c'est eux qui vont prétendre au passage de grade. Donc, il faut c'est une compétition, en fait. Exactement. On est dans cette idée de... Oui, on peut dire ça, que c'est une compétition en quelque sorte. Donc, c'est ce qui permet aussi de se challenger, d'aller
toujours à la recherche, en fait, donc de s'améliorer continuellement. Donc, on est dans l'amélioration continue. Et, beaucoup de stress. Tu travailles beaucoup alors? Oui, beaucoup. Il arrive de beaucoup travailler, d'avoir du stress de temps en temps. Après, c'est... Pour toi, c'est normal? Oui, je dis pas que le faire tout le temps, c'est normal, mais c'est important souvent. Ça stimule aussi, ça permet d'être dans la réflexion, d'être créatif très souvent aussi. Après, ça dépend de tout un chacun, mais... oui, dans notre métier, c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est vrai que je ne t'ai pas demandé, mais donc du coup, tu travailles chez KPMG, mais comment tu as fait pour candidater à KPMG, qui est un Big Four? C'est quand même lourd. Moi, je sais que j'avais candidaté à KPMG pour le secteur de la communication des relations presse. C'est très, très sélectif. Il y a vraiment des étapes, processus de recrutement, etc. Donc, comment tu as fait? Oui. Alors, je dirais que moi, je suis allée un peu au culot. C'est vrai? Oui, j'ai postulé sur le site internet, donc site carrière, j'ai postulé. Et j'avoue, on m'avait dit la même chose. On m'a dit, mais tu perds un peu ton temps. Non, mais... Les bigs, ils prennent que les gens qui ont fait des écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, enfin, des gens qui sont vraiment... Tu les as pas écoutés, c'est très bien. Exactement, donc j'ai postulé. Et je crois 1 ou 2 semaines après, j'ai été contactée par un RH. Donc, pour faire un entretien téléphonique. Et à la suite de ça, on m'a fait passer des tests. Donc, des tests, que ce soit en anglais ou même des tests plus sur le comportement, enfin, comprendre un petit peu le profil de la personne. Et après, on m'a proposé un entretien avec un directeur, où c'était un entretien technique aussi. Et il y avait une partie où il fallait switcher sur... la partie en anglais, l'échange en anglais. Et après ça, j'ai fait un autre entretien avec un partenaire. Et au bout de... Le process, il a duré environ 3 semaines. Au bout de 3 semaines, j'avais l'acceptation. Mais tu avais travaillé aussi chez Natixis. Tu penses que ça a un peu joué un peu? Oui, je dirais oui, parce que c'était à l'époque, il y avait des sujets qui étaient d'actualité, dont IFRS 17 et 9. Donc, IFRS 17, c'est une norme sur les passifs d'assurance, donc qui est entrée en vigueur. Donc, c'est 2017 qu'elle est sortie, mais les gens, ça a été appliqué à partir de 2021, un truc comme ça. Donc, moi, j'avais eu l'occasion de bosser sur ça en 2021 lors de mon alternance chez Natixis sur cette norme. Et vu que j'étais beaucoup plus sur des sujets assurance, donc oui, forcément, à mon entretien, j'ai mis ça en valeur, en fait. Oui. Donc, c'est un truc qui était nouveau, qui n'était pas vraiment connu. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient l'expertise, qui maîtrisaient cette norme à l'époque. Aujourd'hui, oui, c'est en place depuis 2-3 ans, donc ça va, mais en 2021-2022, ce n'était pas le cas. C'était pas le cas. Il est temps de faire une pause musicale avec Gala, Feed from Desire. Les Rubis Noirs, l'émission des cadres et entrepreneurs afro-descendantes. Un mercredi sur 2 à 18h sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous sommes de retour dans Les Rubis Noirs, toujours avec Mariam Camara. Alors Mariam, quels sont les autres métiers que l'on peut exercer avec les études que tu as effectuées? On peut faire quoi d'autre? Comptable, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, je dirais pas comptable, parce que ce que j'ai fait, c'est pas de la comptabilité, mais ce qu'on peut faire comme métier, donc ça va tout ce qui peut être peut-être du contrôle de gestion. Auditeur financier, tout ce qui est data aussi. Donc, l'analyse de la donnée, la compréhension de la donnée. Est-ce que tout ce qui est analyste en fusion-acquisition? Oui, il y a moyen de le faire. Donc, parce qu'on a fait des matières, des modules sur ça. Donc, tout ce qui est finance d'entreprise. Tu as toute la partie aussi actifs financiers. Donc, dans les marchés, parce que je connais des gens de ma promo qui sont dans tout ce qui est private equity, qui sont dans les banques d'investissement, donc des sujets comme ça. Il y en a aussi, ça peut être tout ce qui est compliance, donc conformité, travailler dans la conformité, la lutte anti-blanchiment, donc travailler sur des sujets de ce genre, ou même être dans l'assurance comme étude
études actuarielles, donc faire des chargés d'études actuarielles. Enfin, en fait, il y a pas mal de débouchés avec ce type de master. Il y a pas mal de débouchés, mais généralement, ce qui définit notre trajectoire, c'est le M2 où on le fait en alternance. Parce qu'on sait qu'une fois que tu acquéris de l'expérience dans un domaine, c'est plus facile de s'insérer dans ce domaine-là. Donc, généralement, là, je me base sur ma promo. Donc, et je vois que c'est avec ce qu'on a fait comme master, je trouve que chacun a un peu suivi un petit peu cette route-là, en fait. Ok. Et on fait des choses différentes aujourd'hui. En tant que femme noire, dans le milieu de la finance, est-ce que cela a été, compliqué pour toi? Y a-t-il d'autres, dans ton milieu ou dans ton service, y a-t-il énormément de femmes noires? Comment ça se passe? Alors, je dirais pas que ça a été... Vous êtes minoritaire, majoritaire? Bien sûr, on est minoritaire. Il y en a pas beaucoup. Surtout moi, dans mon équipe, là où je suis, il y en a pas tant que ça. Ça me fait réfléchir. Je suis en train d'essayer de compter dans ma tête. Donc, pour te dire qu'il y a pas beaucoup. Après, je me considère finalement comme je suis un peu en début de carrière aussi. Oui. Donc les obstacles, peut-être, il y en aura. Oui. Je ne le sais pas. T'as pas été confrontée Exactement. À date, aujourd'hui, j'ai pas été confrontée à ça parce que j'ai commencé dans un domaine. Je suis encore dans ce domaine. Donc, je fais mon petit schéma. Peut-être le jour où, arriver à... peut-être à vouloir avoir des postes au grade, enfin, des sujets comme ça, peut-être je peux être confrontée. Mais aujourd'hui, à date, je n'ai pas été confrontée, mais je vois quand même qu'il n'y a pas trop de représentation. D'accord. Il n'y a pas de repères, enfin, autant que ça. Est-ce que tu t'es sentie légitime quand même? Est-ce que tu t'es dit, ah oui, est-ce que je suis capable de faire ci, de faire ça? Est-ce que tu as eu des doutes et des remises en question? Le fait que tu sois une femme déjà, parce que le milieu financier, c'est assez masculin, dominé par des hommes. Et aussi du fait que tu sois une femme noire. Oui. Alors, ou non, tu t'es toujours dit, non, j'ai ma place, je suis compétente. Après, moi, je suis quelqu'un, je pense que c'est le côté sport qui fait ça. Oui. Vu que je fais beaucoup de sport, enfin, j'ai joué longtemps et souvent je jouais aussi avec des équipes masculines, plus avec des hommes, même sur le parti athlétisme, je courais beaucoup plus avec les hommes. Donc, ce qui fait que moi, je le ressens pas trop. Ce côté-là, j'ai envie de faire un truc, je le fais. Je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Donc, je me mets pas en tête que je suis une femme noire. Non. Oui. Moi, je vois juste un objectif et je vais l'atteindre. Il y a un truc, il y a un but, on y va et après, that's it. Je reste pas bloquée ou figée par rapport à ça. Mais je sais que ça peut être intimidant d'être dans un environnement, de se dire, il n'y a pas trop de représentation, donc on n'arrive vraiment pas à trop se représenter. Tu arrives à avoir quelques personnes, mais même, c'est des gens, tu les vois plus en bas. Mais quand tu montes... Plus tu montes, au moins tu vois deux personnes qui te ressemblent. Et ça, c'est un peu... c'est compliqué, c'est dommage. Et c'est pas parce que, finalement, on n'a pas les moyens ou les capacités. Enfin, aujourd'hui, je ne saurais pas l'expliquer. Je ne comprends pas le phénomène. Est-ce que c'est parce qu'on se met aussi nous-mêmes des barrières? Parce que souvent, notre propre limite, c'est nous-mêmes. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi ce côté de... pas forcément du conseil, mais... il faudrait plus parler de ces secteurs-là dans les lycées, dans les collèges, dans les lycées, parler de ces professions-là, des débouchés. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'informations par rapport à cela. Je suis d'accord. On se dit que ce sont des milieux fermés, sûrement aussi. Exactement, je suis totalement en phase avec ça. En fait, c'est le fait aussi de se dire, parce que j'échange avec beaucoup de personnes, même des gens de ma famille qui ont né et grandi ici. Quand je leur parle de ce que je fais et tout,
ils comprennent pas, ils sont choqués, ils me disent mais oui, mais comment ça se fait? Enfin, t'es venu du Mali il y a pas si longtemps, comment t'as pu? Enfin, donc il y a quand même un problème d'information, de communication, mais donc c'est tout le sujet aussi, c'est la sensibilisation. Oui. Sensibiliser les gens, enfin, de se dire on peut faire, il y a beaucoup de choses incroyables qui existent que les jeunes peuvent faire, enfin, mais pour ça, il faut qu'ils comprennent, enfin, il faut qu'ils soient au courant. Oui, il faut qu'ils soient au courant, oui. Donc, et il y a la question de l'intégration. Comment s'est passée ton intégration en France aussi? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as trouvé que... Tu avais de la famille ici? Oui, j'avais de la famille. Mais quand je suis venue à ma première année, j'étais à Lille. Et à Lille, j'avais pas de la famille, mais j'avais une amie avec que j'ai connue en Algérie. Donc, elle est nigérienne. Tu savais qu'elle était à Lille avant Oui, parce qu'elle est venue un an avant moi. Et donc, quand moi, j'ai eu mon admission et tout, donc je l'ai écrit pour lui dire, finalement, j'ai l'admission pour l'université de Lille et tout. Et elle, directement, elle m'a dit, mais c'est top, si tu viens, je t'héberge le temps que tu trouves un appart. Donc finalement, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé et elle m'a hébergée pendant presque 2 mois, le temps que je puisse trouver quelque chose et même pour l'école, les études, parce que j'allais faire la même licence qu'elle aussi elle avait fait. Donc vous étiez dans la même classe? Non, elle était déjà en master pendant ce temps, mais elle avait fait même parcours un peu. Okay. Du coup, j'ai pu bénéficier de ses cours, de ses notes. C'est trop bien. Donc même sur la partie administrative, elle m'a beaucoup aidée. Donc je peux dire que on va dire que dans ton parcours, tu as quand même un peu eu de chance. Exactement, de chance, de rencontre, de l'aide, parce que même pour l'intégration, elle connaissait déjà quelques personnes, donc elle m'a intégrée dans son groupe d'amis, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Ok, très bien. Et l'intégration dans les entreprises, par exemple Natixis et KPMG, comment ça s'est passé aussi? Parce qu'on dit souvent, moi j'ai de la famille qui me dit souvent que nous les Français, on parle très vite. On parle vite. Je sais pas si c'est le cas ou non. Moi je trouve pas. Après. Il y a eu des choses qui t'ont choqué, que par exemple, je sais pas, qui auraient pu te choquer, qui t'auraient pas choqué en Algérie ou au Mali. Le monde du travail et des études en Afrique et ici, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas là. Est-ce que tu t'y es faite à certaines choses? Enfin, explique-moi tout. Raconte-moi tout. Tu es là pour nous expliquer des choses. Oui, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont choquée? Pas forcément. La rigueur, la discipline. Est-ce qu'il y a des choses que... Oui, c'est sûr que ici, pour s'en sortir, il faut être discipliné, il faut avoir de la rigueur, il faut être assidu. Alors que, je compare un petit peu, peut-être l'Algérie ou au Mali aussi, on a quand même, on est sur des cours où c'est très, très dense. Oui. Alors que ici, certes, c'est pas le cas, mais il faut réellement comprendre. Oui. Ah oui, ok. Donc tu quittes un environnement où finalement, on était là, on absorbe, on apprend, après on crache. Alors que ici, c'est plus des sujets de compréhension. Donc il faut vraiment prendre le temps de comprendre. Donc ça, au début, c'est quelque chose qui était un peu plus... c'était un peu difficile, mais le temps de se familiariser. Après, si je reviens au sujet d'intégration dans les entreprises, très sincèrement, moi, j'ai pas ressenti ces côtés où dire que telle personne peut-être parle vite ou tout. Non. Après, moi, je suis une personne, j'ai l'habitude d'aller vers les autres. Oui. J'ai l'habitude de parler. J'aime bien aussi être en la relation humaine. J'aime bien être avec les gens. Donc, j'ai toujours cette facilité entre guillemets de me faire des amis, donc même au boulot et tout, je reste pas dans mon coin, j'attends pas qu'on vienne me chercher, donc voilà. Oui, donc j'ai cette habitude, mais après je sais pas trop. Donc c'est un petit peu. C'est bien, t'es optimiste, t'es déterminé, tu restes pas dans ton coin. Non. Et surtout, tu ne restes pas focalisé sur les choses négatives. Après, il y a des personnes qui ont un peu plus de mal. Oui, voilà, parce c'est propre. Ils ont traversé ils ont eu des expériences traumatisantes. Et on ne peut pas forcément leur en vouloir, mais ça peut se comprendre.
Mais le but, c'est de pouvoir essayer de sortir la tête de l'eau. Nous arrivons au terme de cette interview. J'ai 2 dernières questions à te poser. La première, quel est le plus haut poste dans ton métier? Assistant manager, ensuite il y a manager, ensuite c'est... Qu'est-ce qu'il y a encore Il y a senior manager, oui. Après il y a directeur, ok. Et après il y a partenaire. Et partenaire, c'est associé, donc c'est... Ils ont des parts dans l'entreprise. Exactement, oui. Les partenaires, ils ont cette possibilité d'avoir des parts dans l'entreprise. C'est comme finalement si... il y a plusieurs entreprises qui sont dans une grosse boîte. Donc, être partenaire, c'est comme si tu as une petite entreprise à gérer. Donc, ce sont tes équipes, tu as un objectif de chiffre, de business derrière. Donc, c'est ce que tu rapportes. Enfin, donc, il y a tout ça derrière. Et enfin, quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes femmes noires qui souhaiteraient se lancer, travailler dans le secteur financier? Je dirais qu'il faut être curieux, il faut oser. Quel que soit le défi, quels que soient les obstacles, il faut oser. Il faut pas... je dirais qu'il faut pas écouter tout ce que les autres disent. C'est très important. Il faut se faire sa propre conviction de la chose. Oui. Et le plus important... c'est de travailler. Et il faut lire l'actualité financière ou pas? Tu lis beaucoup tout ce qui est... je lis beaucoup, mais pas forcément l'actualité financière. D'accord. Mais oui, il faut se renseigner sur ce qui se passe. Mais même avant d'aller jusque-là, c'est la partie études. Il faut faire des recherches sur il y a quoi comme possibilité. Parce que là, aujourd'hui, on est dans un monde d'opportunités, de possibilités. Et avec l'Internet et autres, tout... Si on veut l'information, il y a moyen d'avoir l'information. Oui. Et avec ça, il faut se faire sa propre conviction, se fixer des objectifs et faire en sorte d'y parvenir. Et toi, c'est ce que tu as fait. C'est ça. Et c'est très important, ne pas rester figé sur les expériences d'autrui. C'est pas parce que telle personne, ça s'est mal passé que ça va forcément être mon cas. Oui. Donc, et ça, c'est important. Merci à toi, Mariam. J'espère que cette conversation vous aura inspiré, motivé et donné des pistes de réflexion. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram @lesrubisnoirs ainsi que sur YouTube @estherkeita. À très bientôt pour un nouvel épisode des Rubis Noirs.